Extra Local, avec la Banque des Territoires, la banque au service du développement de tous les territoires. Bonjour, bienvenue dans Extra Local. Cette semaine, une émission largement consacrée à la réforme des retraites qui arrive au Parlement avec deux invités. Emmanuel Morel, député européen de gauche. Et puis tout d'abord, Yvan Ricordeau. Il est le monsieur retraite de la CFDT et c'est notre premier invité. Bonjour Yvan Ricordeau, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes le secrétaire national de la CFDT en charge des retraites, je viens de le dire, le monsieur retraite, même on vous surnomme comme ça. Vous êtes également en charge de la formation professionnelle et la politique internationale et européenne à la CFDT. Donc, tout à fait. Vous avez pas mal de sujets. Vous serez interrogé, comme d'habitude ici, par trois journalistes de nos régions, que je vous présente tout de suite, à commencer par Julien Lécuyer, un habitué, il n'y a que des habitués cette semaine. Chef du bureau de Paris de la Voix du Nord, il représente ici les Hauts-de-France. Bonjour Marie. Bonjour Julien. Fabrice Vesseredon est également de retour parmi nous, secrétaire général du bureau parisien également du groupe EBRA, qui représente les journaux du Grand Est. Bonjour Marie. Bonjour Fabrice. Bonjour. Et également un habitué, Hubert Coudurier, qui représente la Bretagne et qui est directeur de l'information du Télégramme. Bonjour. Voilà, Bonjour. les présentations sont faites. Avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques petites questions pour mieux vous connaître, façon questionnaire de Proust. Et c'est Julien qui vous pose la première petite question. Oui, alors c'est un questionnaire de Proust adapté à... Et à minima. Voilà. Est-ce que vous pourriez me donner votre loi emblématique, votre loi préférée? Ça serait probablement pas ma loi préférée, mais celle qui a un fort symbole dans la période. Je citerai la loi de Simone Veil pour l'interruption volontaire de grossesse. Je suis aussi engagé, vous l'avez dit, sur le terrain international et le terrain européen. Et il me semble que sur le droit des femmes à disposer de leur corps et sur les droits fondamentaux, il y a un sens particulier dans la période. Donc je ferai bien ce retour historique. Très bien, très bon choix. Fabrice. Alors moi, je vais vraiment être dans votre actualité et votre cœur de cible. Quelle est votre figure syndicale préférée qui vous a inspiré? Si vous dites Je vais pas. Ouais, je vais pas. faire un peu Fayot. Je vais pas citer Laurent Berger, même si on est originaire de la même région, on se connaît depuis longtemps, et donc il y a une forme de proximité. Mais je pense que je vais me faire chambrer à la Confédération si je cite Laurent Berger. Donc non, je citerai instinctivement plutôt Jean-Pierre Couffin, qui, alors que vous ne connaissez sûrement pas, qui est un militant CFDT de Loire-Atlantique, sur lesquels, dans les années 90, j'ai fait mes premiers pas, et qui avait une vision politique très affirmée, le sens d'être toujours en proximité par rapport aux salariés sur leur poste de travail, et puis une façon de traduire ça de façon orale dans les réunions, dans les débats. Et donc, on a eu un compagnonnage qui m'a beaucoup marqué, il est disparu beaucoup trop tôt. Donc, voilà, je ferai cette référence-là. En tout cas, un bel hommage. Merci. Absolument. Hubert, pour la dernière alors, question. Votre livre de chevet, me dites pas que c'est le Capital de Marx. Non, non. Mon livre de chevet, malheureusement, le week-end prochain, je pense que ça va être l'étude d'impact. C'est pas très fun. Si je vous cite celui que j'ai refermé parce que j'ai lu, je dirais Robert Merle, Maléville. Donc ancrage, une histoire très ancrée sur les territoires, mais en même temps avec un peu d'irrationnel. Et aussi autrement Virginie Despentes, qui est une grande théorie. Alors là, féminisme. Non, mais c'est très, très intéressant comme ouvrage sur une présentation des enjeux féministes qui mérite d'être découvert. Et le dernier? Le dernier livre, votre dernier livre. Le dernier livre, c'est celui que je viens de citer. Il est ouvert, celui-là, il n'est pas encore complètement refermé. Pas encore refermé. Et ma dernière question rituelle, votre région de prédilection préférée? Ma région de prédilection? Les Pays de la Loire. Eh oui. On l'avait presque deviné. On l'avait un peu deviné. Je suis originaire des Pays de la Loire, je suis quelqu'un de l'Ouest aussi. Malheureusement, on n'a pas voilà, Pays de la Loire représenté. Je suis un fan de Nantes, du FC Nantes. Voilà. Très bien, mais comme on parle des régions, ici, allez, avant d'entrer dans les retraites, je vous propose un tour des régions, de l'actualité des régions, vu par Roselyne Pagès, c'est notre territoire hebdo. Cette supérette est l'unique commerce de cette commune rurale de Picardie. Mais sa gérante pourrait bientôt mettre la clé sous la porte, asphyxiée par la flambée de ses factures énergétiques.
Donc vous voyez, ça c'est ce que je payais avant, ça c'est ce que je vais payer en appliquant le nouveau taux de EDF. En cas de fermeture, 8 emplois seraient supprimés et 10 000 personnes alentour privées d'un commerce essentiel. Alors la clientèle et les élus locaux se mobilisent. Il faut savoir que Mme Maréchal prend des commandes par téléphone et qu'elle va livrer gratuitement tous ces gens-là. Et qu'elle va même chercher des gens chez eux pour qu'ils fassent leurs courses, elle les ramène. La même chose qu'on ne voit pas partout forcément. Hein. À court terme, je dirais, c'est la renégociation d'un contrat qui soit supportable pour l'entreprise. Des aides de l'État, bien sûr, dans la mesure où justement nous sommes en zone de revitalisation rurale. Une huile d'olive made in Gironde. Voilà une utopie qui deviendra peut-être réalité d'ici 5 ans. 2 hectares d'oliviers au milieu de 28 hectares de vignes bio, c'est le pari de ce viticulteur de l'Entre-deux-Mers. On a planté sur cette parcelle 14 variétés différentes pour voir lesquelles s'adapteront à notre terroir et à notre météo. Je donne rendez-vous dans quelques années pour voir si c'était une bonne idée. La diversification peut être le secret pour sortir de la crise. Une alternative pour des viticulteurs en difficulté, contraints d'arracher leurs vignes. Encore faut-il pouvoir s'acclimater. Le pont entre la viticulture et la culture de l'olivier est un peu plus simple que d'autres transferts. On peut penser entre cultiver du végétal ou partir sur de la filière vivante, sur de l'animal, c'est totalement différent. La chance qu'on peut avoir entre la vigne et l'olivier, on peut à peu près conserver une bonne partie du matériel. On les surnomme les larmes de sirène, une appellation poétique pour une catastrophe écologique, une pollution perlée qui envahit le littoral breton. Opération ramassage de GPI, comprenez granulés plastiques industriels, échoués suite au déversement accidentel d'un conteneur en mer. C'est quelque chose de très préoccupant, mais on n'est pas non plus sur une pollution catastrophique. Il ne faudrait pas laisser penser non plus que toute la côte est engluée sous une montagne de billes plastiques. Donc voilà, il faut aussi raison garder. Plusieurs élus locaux ont porté plainte contre X. L'État va intenter une action en justice contre les auteurs de cette pollution. Tout d'abord, d'un mot, est-ce qu'il y a un sujet qui vous a particulièrement marqué ou sur lequel vous voulez réagir? Je pense que le dernier sujet sur les microbilles, sur les questions environnementales qui sont sans doute le fait marquant de ce qui nous attend les uns et les autres, je pense que c'est sans doute le reportage le plus marquant. Ouais. Alors, on va parler essentiellement, je le disais, de la réforme des retraites qui nous occupe, qui arrive au Parlement. 7000 amendements ont déjà été déposés en commission. On prépare la journée de manifestation du 31 janvier. Vous espérez qu'elle sera aussi mobilisatrice que celle du 19 janvier. À ce propos, je vous propose de regarder les unes de nos 3 journaux représentés ici du 20 janvier. C'était au lendemain de cette mobilisation record. Regardez ça. Yvan Ricordeau, et je vous propose de choisir celle qui vous inspire le plus. La Voix du Nord avait titré au lendemain du 19 janvier, l'épreuve de force a commencé. Le Télégramme, un jeudi qui fait bouger les lignes. Les dernières nouvelles d'Alsace contre la réforme, la rue en rang nourri. J'aime bien parce qu'il y a une allitération en R, mais bon, ça c'est personnel. Yvan Ricordeau, laquelle vous inspire le plus? Et c'est le journaliste qui représente le journal choisi qui vous posera la question cash. Je vais choisir, les trois sont intéressantes, je vais choisir le Télégramme. Allez. Jeudi qui fait bouger les lignes, c'est de bon augure pour une première journée de manifestation. Si ça augure de la suite, je vais choisir celle-là. Allez, Hubert, vous posez la question cash. Alors ma question c'est, cette unité syndicale nouvelle, jusqu'à quand? Si jamais la CGT abusait par des grèves à répétition, est-ce que vous seriez toujours à ses côtés? Et par ailleurs, c'est pas évident de faire du syndicalisme réformiste en France, et peut-être encore moins en 2023 qu'avant. Il fut un temps où la CFDT passait des compromis avec le gouvernement, notamment pour la précédente réforme. Pourquoi aujourd'hui n'est-ce plus possible? Donc ça fait 2 questions cash. Presque 3. Non, sur la deuxième question, la CFDT, aujourd'hui,
est en capacité de passer des compromis, c'est-à-dire d'avoir une concertation quand c'est avec le gouvernement ou une négociation quand c'est avec les employeurs, et d'aboutir. Si on retrouve, in fine, l'essentiel de nos revendications, on est capable de signer un accord avec les employeurs ou de dire, au bout d'une concertation, qu'on est d'accord avec le gouvernement. D'ailleurs, on l'a fait avec cette majorité régulièrement ces derniers mois et ces dernières années. Et la CFDT, elle n'a pas changé en début 2023. Et en courant 2023, ça sera toujours la même CFDT qui s'engagera quand c'est nécessaire et quand c'est possible. Donc là, connecter un peu avec la base, parce que vous aviez été très critiqué au cours des derniers accords. Non, il n'y a pas d'enjeu par rapport à la base, et y compris, il y a beaucoup d'allusions par rapport au dernier congrès du mois de juin. Vous savez, la CFDT, elle prend position aujourd'hui sur les retraites au vu de toutes nos orientations qu'on a construites pendant 20 ans. Donc du coup, ce n'est pas un élément du tout conjoncturel. Donc ça, c'est pour la deuxième question. Pour la première, sur la question de l'unité syndicale, les règles du jeu sont très claires. C'est à partir du moment où on a une réforme qui nous est présentée, dont le cadre général repose sur une mesure d'âge, eh ben, il y a une unanimité syndicale pour dire que ce n'est pas le paramètre qu'il faut bouger. Donc tant qu'on aura un projet de réforme qui ne fera pas bouger ce paramètre-là, il y aura une unité syndicale. Donc les règles du jeu sont connues. Elles sont tellement connues qu'on l'a exprimé et à Olivier Dussopt et à Elisabeth Borne pendant toute la concertation. Une CFDT qui se mobilise, on l'entend. D'ailleurs, vous aviez posé la question à Éric Coquerel, qui était notre invité la semaine dernière et qui est en train de recevoir les amendements et préside la Commission des finances. Je vous propose de l'écouter. Et moi, je ne crois pas du tout que Laurent Berger annonce, j'allais dire, je ne sais quelle voie séparée des autres syndicats. Je l'ai rencontré, Laurent Berger, il y a une semaine. Je peux vous dire que lui et les adhérents de la CFDT, ils sont remontés comme des pendules. Parce qu'ils avaient dit qu'ils ne voulaient pas de ce projet de recul de l'âge de la retraite, et ils avaient raison. Et moi, je ne les sens pas du tout, j'allais dire, en retrait par rapport aux autres syndicats. Donc je trouve, là-dessus, je ne suis pas très inquiet. Voilà, Éric Coquerel n'est pas inquiet. Oui, ça vous rassure? Non, je n'ai aucun commentaire à faire. On a un mouvement syndical sur une réforme qui touche les travailleurs. Donc nous, on a une réaction syndicale. Il y a des représentants politiques qui ont un enjeu de débat politique à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas le même terrain de jeu, entre guillemets. Et donc, chacun mène ses actions sur son périmètre d'action. Et donc, du coup, je ne fais pas de commentaires sur la façon dont des stratégies peuvent se développer à l'Assemblée nationale. Et il n'y a pas d'influence de la part de telle ou telle analyse, même si je pense qu'aujourd'hui, tous les partis politiques ont compris là, on qu'il y parlait de la avait CFDT. Mais la CFDT ne marchait pas dans la rue avec la CGT et FO hier, que ce soit à Paris ou dans les régions. Il y avait des marches au flambeau. Et puis, sur les raffineries fermées, les centrales fermées. La présence de Laurent Berger dans les manifestations, c'était quand même pas, pas simple. Vous n'êtes pas associé dans le tour de chauffe actuel, disons. Mais deux éléments. Sur les initiatives qui existent en territoire, la CFDT a signé un communiqué intersyndical disant qu'on devait sensibiliser, mobiliser les salariés pour réussir le 31 janvier. Donc on a fait X actions partout dans tous les territoires au niveau de la CFDT. On appelle à signer une pétition qui réunit des centaines de milliers de signatures actuellement. Et donc on a développé ça. Alors après, il y a des endroits où certains cadres, enfin organisations intersyndicales, veulent conduire beaucoup d'initiatives de mobilisation de militants avant le 31 janvier. Ça arrive parfois dans certains territoires que nous on dise vaut mieux aller dans les entreprises, dans les administrations, plutôt que de se concentrer vis-à-vis des préfectures, vis-à-vis de tel ou tel endroit. Dans la période actuelle, c'est juste une question de stratégie. Tout le monde se retrouvera le 31 janvier au même endroit dans l'ensemble des 250 villes où il y aura des manifestations. Question de stratégie, Fabrice. Oui, le fait que les politiques, là, comme c'est le cas de la France Insoumise, s'invitent dans ce débat sur les manifestations, voire créent même des marches, notamment les samedis, pour vous, c'est du renfort ou c'est de l'intrusion ? Non, chacun sa responsabilité dans son champ de compétences, c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui. Et donc du coup, quand il y a des manifestations, vous êtes complémentaires. Quand il y a des manifestations qui sont appelées par des partis politiques, quels qu'ils soient, sur une opposition à la réforme, c'est leur choix de développer ces actions-là. La CFDT n'y participe pas. Les choses sont claires, la CFDT n'y participe pas. Quand on a des mouvements syndicaux, tels que ça a eu lieu le 19 janvier et tel que ça aura lieu le 31 janvier, c'est des mouvements où dans les carrés-têtes, vous avez uniquement des leaders syndicaux. Donc après, si des partis politiques veulent se mettre derrière ces cortèges ou à côté, libre à eux de faire ce choix-là en termes d'affichage, mais nous, on ne le demande pas et donc on n'a pas de confusion entre les deux mouvements. Pas de confusion et pas de politique d'une certaine manière, même si ça en est. Est-ce que vous rejoignez Philippe Martinez quand il dit qu'il ne souhaite pas que des élus
le Rassemblement national soit dans les manifestations. Je parle de façon très claire, oui. On le rejoint, on est d'accord avec la CGT et on a d'ailleurs dans le premier communiqué intersyndical fait une allusion comme quoi on était sur un mouvement syndical qui devait avoir toute indépendance vis-à-vis des partis politiques, quels qu'ils soient, encore plus par rapport au Rassemblement national. Ouais. Donc il n'est pas question pour la CFDT... Oui, mais c'est le seul mouvement dont vous ne souhaitez pas voir la présence des élus. Tout à fait. Ouais. La CFDT ne souhaite pas voir la présence des élus. Elle n'appelle pas la présence d'autres élus, d'ailleurs, la CFDT. Non, mais elle les exclut pas. Si ils souhaitent y participer, libre à eux de faire ce choix-là, mais on n'appelle pas à ce qu'ils y participent. Par contre, par rapport au Rassemblement national, les choses sont très claires. En termes de valeurs, en termes de démocratie, on s'est prononcé dès le premier tour de la présidentielle pour faire barrage au Rassemblement national. C'est pas pour aujourd'hui. Il n'y a pas de regret par rapport à cet engagement, d'ailleurs. Parce que Marine Le Pen est la première à vous le reprocher en disant mais il ne souhaitait pas du report de l'âge de la retraite, mais finalement, pourquoi avoir appelé à voter pour Emmanuel Macron? Sur les valeurs fondamentales de notre pays, sur les questions de solidarité entre les personnes, sur les questions de démocratie, la CFDT, dans son histoire, a toujours fait barrage au Rassemblement national, au Front national auparavant. On l'a fait d'ailleurs dans le débat actuel sur les retraites. La CFDT, elle discute avec l'ensemble des forces parlementaires, sauf celle du Rassemblement national. Vous faites une fixette sur l'âge légal et à Matignon on nous dit mais si on n'avait pas joué sur l'âge légal et la durée de cotisation, il fallait augmenter la durée de cotisation. Au final, cet âge légal ne veut pas dire grand-chose parce que les situations sont très différentes selon les Français. Donc c'est le problème de l'affichage qui vous gêne? C'est pas du tout une question d'affichage, mais votre présentation est intéressante. En cela qu'elle montre qu'il était possible de poser les bases d'une réforme des systèmes de retraite de façon complètement différente par rapport à ce qui a été fait le 10 janvier. D'ailleurs, la CFDT n'a eu de cesse, entre début octobre, le début de la concertation, et le 10 janvier, fin de la concertation, d'expliquer qu'il ne fallait pas mettre ce paramètre de l'âge. Alors, ce n'est pas une fixette, et ce n'est pas qu'une question d'affichage. Depuis la loi de Touraine, on est monté déjà à 43 annuités, ça fait déjà beaucoup. Mais justement, il y a deux fondamentaux sur lesquels on s'oppose à la mesure d'âge. La première, c'est que c'est la mesure la plus injuste. En ça, que c'est les salariés de la deuxième ligne, ceux qu'on a appelés auparavant les perdants de la mondialisation. C'est eux qui vont payer la plus lourde facture de la réforme des retraites. C'est juste injuste. Et donc, la CFDT est opposée à ça. Et la CFDT est opposée pour la deuxième raison que vous avez très bien expliquée, c'est qu'aujourd'hui, dans notre pays, il y a une borne d'âge de départ à la retraite qui a 62 ans, qui est déjà dépassée. Eh bien justement, je pense que l'avenir du système de retraite, c'est de faire en sorte qu'il y ait un système de retraite à la carte. Il faut assurer la pérennité financière. À partir d'une borne qui est aujourd'hui à 62 ans, on met une durée de cotisation. Et quand on valide l'ensemble des choix, chacun, au vu de sa carrière professionnelle et au vu de son parcours personnel, fait le choix de partir ou pas à la retraite. Alors c'est vrai que beaucoup de manifestants sont sensibles à cette question de l'âge. Je vous propose de regarder ces portraits qui nous viennent de Gironde. Portraits de retraités ou futurs retraités dans la mobilisation du 19 janvier. J'ai 4 enfants, je n'ai jamais pris de congé parental pour continuer mon activité en vue de plus tard me reposer au moment où ce serait un petit peu compliqué. Et là, on me dit bien que je vais devoir faire 1 an de plus parce que je suis dans la tranche d'âge à 1 an de la retraite. Il va falloir que j'en rajoute encore un petit peu. Voilà, je pense que ce serait bien de laisser la place aux jeunes. On manque de professeurs. J'ai fait des études. La retraite, elle est prévue pour moi à 67 ans, avec l'allongement de la durée de cotisation. Et donc, c'est pour moi juste un peu inenvisageable. Je ne me projette pas sur cette capacité à travailler encore 16 ans. C'est quand même un travail très pénible, où on pense des charges lourdes, avec une intensité psychologique quand même qui est aussi pas facile tous les jours, où on est dans le deuil et dans la tristesse des gens, qu'on essaie d'accompagner le plus possible. Et effectivement, arrivé à un certain âge où on commence nous aussi à vivre des deuils personnels par les parents, tout ça, ça commence à devenir compliqué. Voilà, donc 2 ans de plus 2 ans, et qui sait si ça va s'arrêter là. J'ai eu une carrière hachée parce que j'ai dû m'occuper de mes 3 enfants. J'ai commencé à travailler très tôt, à faire les ménages. J'ai travaillé à l'usine et dans les cantines. Avec la réforme, je pense que je vais devoir travailler au moins jusqu'à 67 ans pour avoir une carrière complète. Fabrice.
Oui, vous avez dans votre portefeuille à la CFDT la formation professionnelle, hein, je ne dis pas de bêtises. On vient de voir notamment les questions des seniors. Est-ce que sur l'employabilité des seniors, le curseur qui a fait bouger le gouvernement est suffisant, notamment sur l'index? Est-ce que c'est suffisant? Pas du tout. D'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, il y a une unanimité pour dire que ce n'est pas un seul index qui changera la réalité et la qualité de l'emploi des seniors dans notre pays. Et les pénalités et les sanctions annoncées? Il y a deux éléments qui, pour la CFDT, sont importants en termes d'évolution pour essayer de faire en sorte qu'on prenne mieux en compte l'emploi des seniors. La première, c'est de faire en sorte que beaucoup de salariés soient concernés par une question d'index et de négociation sur l'emploi des seniors. Oui. Or, aujourd'hui, le seuil est fixé à 300, pour les entreprises de plus de 300 salariés. Ça ne représente que 39% des salariés du privé. Donc, ce n'est pas uniquement en discutant sur un champ de 39% des salariés qu'on va changer les règles. Et donc, il faut baisser le seuil. Pendant toute la concertation, le ministre du Travail a parlé d'un seuil à 50. Oui. Et on a découvert lors de la conférence de presse que le seuil remontait à 300. Donc il faut revenir au seuil à 50. Il faut revenir au seuil à 50. Ouais. Et puis le deuxième élément, c'est le fait de mettre des mesures contraignantes pour les entreprises qui ne jouent pas le jeu sur l'emploi des seniors. Ce n'est pas un seul index qui va changer les règles, il faut mettre des mesures contraignantes. D'ailleurs, pour tout vous dire, on a commencé à éplucher les premiers amendements qui arrivaient à l'Assemblée nationale. Même les députés de la majorité sont en train de proposer des mesures contraignantes pour les entreprises. Autre question aussi sur la pénibilité, comment avancer sur ce sujet? Là aussi, des pistes ont été portées par le gouvernement pour essayer de renforcer les critères de pénibilité sur le travail de nuit, par exemple, ou sur les contrôles de santé au fur et à mesure de la carrière. Est-ce que là aussi, ça vous semble une bonne piste? C'est d'autant plus... C'est une bonne piste que c'est la CFDT qui a fait en sorte que la question de la pénibilité arrive dans le dossier retraite. On a débuté la concertation au mois d'octobre. Il n'y avait pas de sujet pénibilité qui était à l'ordre du jour. Donc on l'a imposé au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'il faut retenir aujourd'hui du sujet pénibilité? Volet 1, on améliore le compte de pénibilité tel qu'il existe aujourd'hui pour les 6 critères déjà existants. Et donc ça va plutôt dans le bon sens. Volet 2, on organise un dispositif de prise en charge de la prévention de façon correcte sur les bases des propositions qu'on a effectuées. Par contre, il y a un énorme problème, c'est que pour la CFDT, depuis le début, il faut reconnaître que des salariés qui portent des charges lourdes, qui ont des postures pénibles, des peintres en bâtiment, des aides à domicile, ces salariés-là, il faut qu'ils aient un bénéfice par rapport à leur retraite. Des critères qui avaient été... Qu'ils partent avant, et donc il faut que ces critères-là rejoignent le compte pénibilité pour donner 2 ans de départ anticipé à la retraite, parce que c'est des métiers qui sont pénibles, qui sont plus exposés. C'est une question de justice. Alors, les actifs avec des métiers pénibles sont pénalisés. C'est le cas aussi des couches populaires et des femmes, dont on parle beaucoup. En tout cas, 6 sur 10 Français soutiennent la mobilisation du 31 janvier. C'est un sondage Odoxa. Et on a un autre sondage pour vous, Odoxa. 6 Français sur 10, on est à peu près tout le temps dans les mêmes proportions, pensent que le gouvernement va modifier ou abandonner son projet. Est-ce que vous êtes aussi optimiste? Et c'est ce que vous voulez aussi, l'abandon total? Vous y croyez vraiment? Vous y croyez vraiment? Un responsable syndical, il n'est pas optimiste. Il agit, il se bat pour obtenir des avancées. Donc on constatera comment les choses évoluent sur le dossier des retraites. C'est clair que pour la CFDT, l'enjeu, c'est de faire en sorte de retirer la mesure sur les 64 ans et de remettre le dossier dans le bon sens. Et remettre le dossier sur la réforme systémique qui avait été proposée avant bien sûr, la même majorité présidentielle, il y a 3 ans, nous a fait une proposition d'évolution des systèmes de retraite qui allait dans le sens de l'histoire. C'est-à-dire de prendre en compte le fait que les parcours professionnels aujourd'hui sont plus hachés et que du coup, il faut organiser un système de base qui concerne l'ensemble des salariés, du public et du privé. Le mieux est parfois l'ennemi du bien. Non, elle n'a pas été comprise. Elle n'a pas été comprise, cette réforme. Elle n'a pas été comprise. Ouais. À quel moment elle n'a pas été comprise? C'est ça que vous voulez dire? À partir du moment où le Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, a amené dans une réforme systémique le problème qu'on a aujourd'hui, le problème de l'âge pivot. Donc quand on arrêtera de toucher aux paramètres de l'âge, on posera correctement la question des retraites et l'avenir des retraites dans notre pays. Ça veut dire 2 choses. Parler d'abord, ce que font les témoignages qu'on a entendus tout à l'heure. On parle d'abord de la question du travail, d'abord de la carrière professionnelle, et après on adapte le système de retraite. Il faut d'abord travailler mieux pour travailler plus longtemps. Et ensuite, on organise un système universel qui concerne l'ensemble des salariés. Et dans ce cadre-là, on assurera la pérennité financière du système. C'est ça l'équilibre qu'il faut. Et donc, en termes de perspective, ce qu'il faut, c'est commencer par retirer les 64 ans et après remettre le dossier à plat.
Mais on pourrait garder quand même l'allongement du nombre d'années de cotisation. Mais l'allongement du nombre de durées de cotisation, il est déjà en cours dans notre pays. Il a été décidé, Vous l'avez adhéré. C'était en 2014, et ça vient d'être appliqué, la réforme Touraine. Sauf que votre congrès dernier semble exclure maintenant cette piste-là. D'aller plus loin que les 43 ans. Mais la Première ministre a dit qu'il n'a jamais été question d'aller plus loin des 43 ans. D'ailleurs, il y a un débat actuellement à l'Assemblée sur le fait, on l'a signalé depuis la présentation du projet de réforme, il y a des salariés qui vont devoir travailler 44 ou 45 ans. Alors que la Première ministre nous a dit personne n'ira au-delà de 43 ans. 44. Oui, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de ridicule dans la mesure où finalement cette réforme va coûter très cher, à vouloir la corriger par tous les bouts, alors que même si c'est inavoué, le but c'est quand même aussi de faire des économies pour financer des dépenses futures sur la défense, la police, le logement, etc. Alors s'il y a quelque chose de ridicule, je ne pense pas que ça soit du côté des organisations syndicales, dans cette distorsion de la présentation. Je reprends vos propos. C'est la question de la réforme des retraites. Est-ce que c'est une question pour équilibrer le système de retraite ou est-ce que c'est une question d'équilibrer les comptes publics pour aller faire d'autres investissements? Il y a un double discours du gouvernement depuis le départ sur cette affaire-là. Présentons les choses objectivement sur c'est quoi l'objectif de cette réforme. Aujourd'hui, si l'opinion publique est opposée à la réforme, c'est que le sens global n'est pas compris. D'un mot, vous êtes pour la réforme pardon. Pour le référendum. Pour le référendum. Aujourd'hui, c'est une arme politique, le référendum. Et donc, du coup, ceux qui s'en sont saisis sont plutôt des partis politiques. La CFDT est plutôt sur une posture syndicale, c'est de dire qu'on a fait la démonstration qu'il y a une opposition très large dans la population et chez les salariés, même chez les retraités aujourd'hui, vis-à-vis de cette réforme-là. Et donc, il faut reprendre la voie de la concertation en retirant le projet de réforme des 64 ans. Sur l'âge légal. Merci beaucoup, Ivo Ricardo, pour ce décryptage, vos analyses. On va continuer à parler des retraites avec notre deuxième invité. Il s'agit d'Emmanuel Morel, député européen. Il faut bien entendu s'occuper des actifs, de nos aînés, mais aussi des plus jeunes. Et il y a des initiatives dans ce sens, notamment dans les Hauts-de-France, dans votre région, Julien, pour essayer d'aider les enfants en risque de décrochage. Ça s'appelle les 6e tremplins. C'est notre territoire et solution. Merci. Merci. Il n'est pas de mélodie qui soit noire ou qui soit blanche. Ce n'est pas un cours de théâtre, non. Ces élèves de 6e s'exercent à la lecture. À voix haute, ils lisent un texte, marquant de leur pied la ponctuation. Là, c'est pas une virgule, c'est un point. Pause un peu plus longue. En fait, vu que je vois virgule 2 fois, au moment je me dis bon, on va y en avoir une 3e. Point. Gaëlle est professeure des écoles. C'est dans le cadre du dispositif 6e tremplin qu'elle intervient 2 fois par semaine dans ce collège de l'Oise. L'objectif, permettre à ce petit groupe d'élèves de maîtriser la lecture rapide. Dans leur classe de 6e, ils sont beaucoup plus nombreux, donc le professeur ne peut pas forcément intervenir avec tout le monde. Et ce n'est pas des élèves qui vont forcément lever la main s'ils ont des difficultés ou s'ils n'arrivent pas à lire. Alors que le fait de se retrouver en petit groupe, on travaille vraiment avec eux sur leurs difficultés pour qu'ils essaient de les surmonter et de réussir après. C'est après une série d'évaluations en CM2 que ces élèves se sont vus proposer d'intégrer le dispositif. En CM2, ils ne savaient pas lire plus de 90 mots par minute. Désormais, ils se rapprochent un peu plus des 120 mots, le niveau exigé en 6e. Genre en début d'année, je lisais 50 et quelques mots, et puis là, en lisant 11 en 1 minute. Des élèves en difficulté qui consolident leurs connaissances et gagnent en assurance. Ils vont participer davantage en cours, alors qu'ils se faisaient discrets dès la rentrée. Les professeurs qui les ont dans toutes les matières notent bien qu'ils ont gagné en aisance et osent participer davantage. Donc ça joue aussi sur l'estime de soi. Pour l'heure, 6 établissements Picard expérimentent les 6e tremplins. Si le dispositif porte ses fruits, l'Académie d'Amiens pourrait l'étendre à 12 établissements. Bonjour Emmanuel Morel. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes membre fondateur de la gauche républicaine, député européen. Vous avez été également conseiller régional Île-de-France en charge de la formation et de l'apprentissage. Je dis ça puisqu'on vient de voir des enfants
vous êtes intéressé aux enfants, aux jeunes. Les enfants m'intéressent, oui. Non, les jeunes en formation et les jeunes en risque de décrochage, même les très jeunes. Ça, c'est une initiative qui vient d'être lancée par le gouvernement, notamment avec une expérience près d'Amiens. Qu'est-ce que vous en pensez de ces classes? Tout ce qui peut contribuer tremplin. À inverser la logique du décrochage est bon à prendre, parce que vous savez que c'est un des principaux problèmes français. Vous avez à peu près 150 000 élèves qui sortent du système scolaire sans qualification. Le décrochage, c'est un des mots français. Et donc, toutes les initiatives sont bonnes à prendre. Alors, comme avec Monsieur Ricordo, on va en savoir un petit peu plus sur vous. Ouais. Donc, on a un petit questionnaire de Proust en 3 questions. C'est très rapide. Allez, c'est Hubert Coudurier qui vous pose la première question. Oui, alors, la gauche, votre gauche, elle s'appelle Gauche républicaine et socialiste. Hein. J'ai vu que le dénommé Ripoche, syndicaliste de renommée, avait lui aussi créé une gauche solidaire. Vous représentez quoi exactement sur l'échiquier politique, parlementaire, même si vous êtes député européen? C'est une gauche. Vous avez créé avec Marie-Noëlle. Oui, c'est ça. C'est une gauche qui sait pour qui elle se bat. C'est-à-dire pour les classes populaires, les gens qui triment pour y arriver. C'est une France qui est parfois oubliée, une France qui est dévastée par la mondialisation libérale. Et puis c'est une France qui est attachée aux valeurs républicaines qui sont parfois un peu abandonnées par la gauche. Je pense à la laïcité, je pense à la défense inlassable des services publics, je pense à l'école. Hein, vous parliez à l'instant de l'école. Je savais que vous aviez une sensibilité. Pour moi, la question de l'école, de l'égalité scolaire, de l'amélioration du niveau, des humanités, tout ça, ça fait partie des combats de la gauche républicaine que j'entends incarner. Allez, Julien Lécuyer, la Voix du Nord. Oui, une question qui va peut-être vous surprendre, mais allez, je la pose. Sur une île déserte, avec qui vous partez? Olivier Faure, François Hollande ou Jean-Luc Mélenchon? Les trois. C'est pas le plus calme. Je vais vous dire, je connais très bien les trois. Oui. Et il faut quand même reconnaître que le plus passionnant, peut-être le plus cultivé, c'est Jean-Luc Mélenchon. On a des rapports qui sont parfois compliqués, mais franchement, c'est avec lui que je partirais. Et d'ailleurs, c'est sur la liste insoumise que vous êtes présenté comme des... Non, en fait, quand j'étais étudiant à Sciences Po, j'ai fait mon stage au Sénat auprès d'un sénateur socialiste qui s'appelait Jean-Luc Mélenchon, en effet. Ouais. Enfin, ça, c'est la préhistoire, c'est le XXe siècle. Oh. Oui, mais là, le 21e siècle, c'était bien avec l'étiquette LFI. Bien sûr, oui, nous avons fait un accord électoral. Vous êtes devenu député européen. LFI. Fabrice, dernière question. J'aimerais bien savoir quelle est votre loi emblématique dans votre parcours politique. Votre loi emblématique. Si on s'en fie à l'actualité, je dirais la loi de la retraite à 60 ans. Mais je me disais, parce que je suis quand même intéressé par les questions culturelles, il y a une loi française dont on ne parle jamais, mais que jalousent tous nos partenaires européens, c'est le prix unique du livre. Parce que c'est très important, ça a inspiré d'autres pays d'ailleurs, très important pour les librairies, pour la diversité culturelle, pour le milieu de l'édition. Donc c'est cette loi-là que je continue à défendre. La première fois qu'on nous la cite. Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est bien, c'est original. C'est une loi très importante. Hein. Allez, oui, absolument, on l'a entendu. Dans les figures imposées ici, il y a aussi la question cash. Et c'est Hubert Coudurier du Télégramme. Bon, alors, je vais vous la faire plus sévère, là. Parce que ce n'est pas des gens comme vous qui ont précipité la chute de la social-démocratie française. Parce que, dans le fond, je crois que vous ne vous reconnaissez pas tout à fait dans les frondeurs, mais vous avez participé à un mouvement de contestation contre François Hollande. Et aujourd'hui, vous dites que vous n'êtes pas... Et aujourd'hui, vous dites que vous n'êtes pas pour la NUPS. Alors, est-ce que vous êtes exactement? Parce que François Hollande, tout le monde lui a trouvé que des défauts, mais il a quand même normalisé, avec sa politique de l'offre, il a fait une normalisation à la scandinave, finalement. Ah bah oui, on a vu le résultat. François Hollande, parce que je veux bien être responsable de beaucoup de choses, mais François Hollande, quand il est arrivé au pouvoir, de mémoire, la gauche avait à peu près tout. Le Sénat, la majorité au Sénat, l'Assemblée, la majorité des régions, la majorité des conseillers départementaux, 30% à la présidentielle. 10 ans après, le Parti socialiste fait 1% à l'élection présidentielle. Il n'a pas beaucoup de députés à l'Assemblée, bon, les sénateurs, ça va encore, mais enfin, je ne suis pas responsable de cette débandade. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas gouverner, alors, quand on est socialiste? Pas du tout, mais moi, j'aspire totalement à gouverner, à exercer le pouvoir. La question, c'est pour faire quoi? Le problème de François Hollande, c'est qu'il a été élu sur un programme, pas seulement sur le discours du Bourget, mais il y avait des propositions fortes pour améliorer la vie quotidienne des gens. Et au final, il a fait une politique, vous avez raison, de normalisation, mais normalisation libérale. C'est-à-dire qu'en réalité, la différence qualitative entre ce que faisait Sarkozy et ce que faisait François Hollande n'a pas été beaucoup perçue par nos électeurs et qui nous ont sanctionnés férocement.
Donc moi, je suis pour une gauche qui change la vie des gens, mais je suis pour une gauche qui soit pour une réforme radicale. Et pas une gauche façon PS. J'ai oublié ma question rituelle. Votre région de prédilection, quand même. Bien sûr. Ma région de prédilection. On est dans une émission. Attendez, toutes les régions françaises sont formidables. Ah oui, non, ça c'est facile. Allez, laquelle? Une région de cœur. Écoutez, je vais vous faire une confidence. Chaque été, je vais au même endroit. Ce même endroit, c'est un petit département, peut-être le moins peuplé de France, c'est la Lozère. La Lozère. Ouais, dans les gorges du Tarn. C'est une région extraordinaire. C'est comme la Californie, mais en plus petit, avec moins d'habitants. Vous étiez rédacteur en chef aussi de la Corrèze Alors oui, socialiste quand j'étais plus jeune, j'ai dirigé un journal en Corrèze. Parce que je suis très attaché au Limousin aussi. Voilà, une autre région, mais qui a été maintenant absorbée dans une énorme région de l'Aquitaine. Dans nos terroirs. Et c'était à Brive-la-Gaillarde. C'était une expérience formidable. Vous avez très bien. Attendez. Un XXe siècle très riche. N'est-ce pas? J'espère que le 21e le sera tout autant. Bon. Et Marseille, vous aimez bien? Vous n'y êtes pas, là, en ce moment. Alors, Marseille, j'y suis pas, mais c'est une des plus belles villes de France que j'adore. Le congrès du PS se tient à Marseille, si je ne m'abuse, et ça doit chauffer un petit peu à Marseille. Après le pataquès, après l'élection du premier secrétaire, finalement, c'est Olivier Faure qui l'a emporté, mais bon, deux clans se sont révélés. Je vous propose d'écouter, quelqu'un de votre région, Roger Vico, député PS du Nord. Mon avis, c'est que Nicolas Maillard-Rossignol a fait 30% au premier tour et que Olivier Faure a fait beaucoup plus. Alors ensuite, ce sont des petites manœuvres un peu compliquées, comme il y a toujours au moment de congrès. Mais ce qui ressort, c'est quand même, quoi qu'il arrive, qu'Olivier Faure est devant, loin devant, et au premier et au second tour. Puis si vous voulez, le débat qu'a porté entre les deux tours Nicolas Maillard-Rossignol sur la NUPES, soyons clairs, moi j'ai du mal à comprendre ce qu'il veut exactement. Il veut une autre union de la gauche sans dire exactement laquelle. Alors petite réaction peut-être Vous êtes revenu aux grandes heures du congrès de Rennes, pour revenir en arrière. On dit qu'Anne Hidalgo est à la manœuvre derrière M. Rossignol, voire même François Hollande. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que vous vous trompez. C'est-à-dire que Madame Hidalgo soutient M. Maillard-Rossignol. François Hollande, lui, était plutôt derrière Hélène Geoffroy, c'est-à-dire en fait les nostalgiques du hollandisme, les derniers des Mohicans, quoi. Ils sont un peu alliés. Hollandais. Les derniers des éléphants. Alors, ils se sont alliés parce que je pense que François Hollande a intérêt à ce qu'il y ait de la turbulence au Parti socialiste, parce que son affrontement avec Olivier Faure n'est plus secret, mais. Bon, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est... Parce que moi, j'ai été longtemps militant du Parti socialiste, ça me fait mal quand même, de voir le Parti socialiste dans cet état-là. D'autant plus que vous parliez du congrès de Rennes. Il y a une légère différence. Congrès de Rennes, le Parti socialiste était au pouvoir, il y avait 200 000 adhérents. Aujourd'hui, ils ne sont pas au pouvoir et il y en a 20 000. Donc, et d'ailleurs, 20 000 votants, mais bon. Pas exactement la même chose. Oui, mais vous vous rendez bien compte. Moi, je pense que c'est qu'ils sont mieux, mais je pense que c'est vraiment une crise de décroissance. Généralement, on parle de crise de croissance. Là, c'est une crise de décroissance. C'est un parti qui a été hégémonique à gauche pendant plusieurs décennies, qui a exercé le pouvoir, qui est habitué donc à l'exercice des responsabilités et qui tout d'un coup se trouve confronté à des questions que je qualifierais d'existentielles. Donc c'est un peu normal finalement qu'il y ait une telle tension et une telle exacerbation du ressentiment. Plus il y a des miettes et plus on se les dispute. Mais Monsieur Morel, déjà petite question, mais vous avez encore votre carte PS, vous ou pas? Ah bah non, pas du tout. Moi j'ai créé mon propre parti, la gauche républicaine et socialiste. Mais quand même question, si vous aviez eu à voter pour ce congrès du PS, vous auriez voté pour qui? Ah bah je me serais présenté moi-même. Ah bon? Il n'y a aucun des candidats qui... Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, je pense que je me suis déjà présenté. Exactement, en faisant d'ailleurs des très bons scores à l'époque. Vous étiez troisième. Non, je me suis présenté une fois. Enfin bon, je vais vous dire, le problème, je pense, dans ce congrès, c'est qu'il n'y avait pas de débat idéologique. Et ce qui faisait la richesse du Parti socialiste, c'était quand même les querelles de fond. Or là, c'était est-ce que t'es NUPES, un peu NUPES, pas du tout NUPES. C'est un débat un peu tactique, quoi, en réalité. Oui, c'est un problème de fond aussi, parce que la NUPES a des options. Alors, non, parce que derrière l'Alliance, il y a quand même des idées. Non, parce qu'en fait, quand vous les écoutez, les trois disent on est pour le rassemblement de la gauche, c'est juste un rapport particulier ou non à la France insoumise. Et c'est en ça que c'était un peu décevant comme débat. Donc si j'avais été membre du Parti socialiste, je me serais présenté moi-même avec une ligne, une stratégie, des propositions, et peut-être c'eût été mieux pour le débat. Et totalement NUPES. Il se trouve que la NUPES, c'est un accord électoral.
Alors c'est déjà pas mal, hein, ça a permis de limiter la casse aux élections législatives, mais ça n'est qu'un accord électoral. C'est pas le grand parti de toute la gauche, c'est pas un programme commun de toute la gauche, puisqu'il y a quand même un certain nombre de diversités. Donc je ne pense pas qu'il faille surestimer la question de la NUPES dans le débat à gauche. Vous êtes élu sur la liste de Manon Aubry? Moi, j'ai été élu en accord électoral avec la France Insoumise, oui. Mais ce n'était pas la NUPES à l'époque, hein, bien sûr, puisqu'il n'y avait pas de rassemblement de la gauche. C'est la fin de la NUPES? Ça explose aux européennes ou pas? Aux européennes, traditionnellement, il y a une concurrence à gauche. Et je crois, les Verts ont d'ores et déjà dit qu'ils voulaient y aller tout seuls. Tout seul, oui, bien sûr. Le Parti socialiste, l'enjeu de ce congrès, c'était précisément de savoir s'il y aurait alliance ou pas. Manifestement, ils veulent défendre. Donc il n'y aura pas de liste d'union aux européennes. Mais la vraie question... C'est pour les municipales, par exemple. Oui, mais les municipales, moi j'ai assez confiance parce que je pense que dans la plupart d'ailleurs que ce soit M. Maillard-Rossignol ou Mme Geoffroy, ils sont dans une liste d'union de la gauche. Donc c'est pas tellement ça qui est grave. La question c'est comment on fait pour 2027. Parce que là, on a l'impression que tout le monde se satisfait de 3 tiers. Il y a le tiers Rassemblement National, le tiers bloc macroniste, le tiers de la gauche. Pour moi, la question, c'est comment la gauche, elle doit être majoritaire. Et pour ça, il faut une inflexion de fond. Je parlais tout à l'heure des classes populaires qui se réfugient dans l'abstention ou dans le vote RN. Eux, il faut aller les chercher. Et pour aller les chercher, il y a un certain nombre de thématiques qu'on doit mettre en avant et qui ne le sont pas suffisamment aujourd'hui. Rapidement, Fabrice. Et une incarnation. Et une incarnation, alors on parlait, c'est quand même important, l'incarnation. Tout à l'heure, on parlait de Jean-Luc Mélenchon, l'homme avec qui vous pourriez partir sur une île déserte. Est-ce que c'est la meilleure chance pour 2027? Moi, je ne pense pas que la question de l'incarnation elle soit première. Ça va vous surprendre, mais c'est peut-être parce que moi, je ne suis pas un amoureux fou de la Ve République. Je crois au processus. Je crois aux dynamiques. Et ce qui compte, c'est que la gauche, elle soit en capacité non seulement de se parler, de se mobiliser, j'espère qu'on le fera sur la réforme des retraites, comme on l'a fait déjà la semaine dernière, on va en parler. Mais aussi d'inventer un programme qui parle pas seulement à notre électorat naturel, celui de 2022, mais bien au-delà. Moi, ce qui m'obsède, c'est de voir qu'il y a des fonctionnaires, des ouvriers, des employés à qui on devrait s'adresser, qui se détournent nous pour aller voter soit à l'extrême droite, soit dans l'abstention. C'est ça qui m'obsède, moi. Et notamment dans la France des régions, la France périphérique, la diagonale du vide, les gens où c'est désindustrialisé. C'est ça, qui m'intéresse. François Ruffin comme candidat, en fait. Mais François Ruffin, c'est intéressant ce qu'il dit. Mais bien sûr, je n'ai pas dit le contraire. Mais il faut à la fois du Ruffin, mais aussi de la crédibilité pour gouverner. C'est ça la difficulté. Allez, on va parler de la réforme des retraites. Si vous voulez. Vous étiez à la manif le 19 ? Bien sûr. Bien sûr, vous avez défilé. Je vous propose, comme notre camarade précédent, Yvan Ricordo, les 3 unes de nos confrères du lendemain. Et je vous propose de choisir celle qui vous plaît le plus. Alors, je répète, La Voix du Nord, incarnée ici par Julien Lécuyer, l'épreuve de force a commencé. Le Télégramme, incarné par Hubert Coudurier, un jeudi qui fait bouger les lignes. Et les dernières nouvelles d'Alsace, incarnées par Fabrice Wesser-Redon, contre la réforme, la rue en rang nourri. Est-ce qu'il y en a une qui vous plaît ? Les 3 sont bien. Ah bah oui, tout le monde dit ça. La Voix du Nord. Il faut choisir, c'est renoncer. Voilà. Merci, Morel. Allez. Je connais l'importance de ce journal. L'épreuve de force a commencé, oui, parce que en fait, il y a le débat législatif, il arrive, mais on sait très bien que pour faire plier le gouvernement, qui en plus semble avoir un accord avec les Républicains, encore que c'est pas si sûr. Ça, c'est fragile. Hein, oui, c'est fragile. Et puis il y a de plus en plus de députés de droite qui se rendent compte que sur le terrain, leurs propres électeurs ne sont pas d'accord avec cette réforme. L'épreuve de force, elle est partout. Elle est dans la rue, c'est pour ça qu'il faut se mobiliser. On a une chance inouïe, c'est l'unité syndicale. Votre invité précédent le disait, ça c'est quand même un atout majeur. C'est-à-dire que la CFDT, la CGT, FO sont tous unis pour rejeter la réforme. On a aussi quelque chose de très important dans le rapport de force, c'est l'approbation populaire. Les gens ne veulent pas de cette réforme. Les gens, alors après, ils peuvent vouloir telle ou telle amodiation dans le système des retraites, mais en tout cas, ils ne veulent pas de cette réforme. Pourquoi ? D'abord parce qu'elle est inutile et surtout parce qu'elle est cruelle. Et donc, l'épreuve de force a commencé, oui, commence aux assemblées, mais aussi dans la rue. Et moi, je pense qu'on peut arriver à faire échec à cette réforme. Ce qui est terrible dans ce débat-là, c'est qu'à gauche, c'est assez inaudible parce qu'on ne sait pas où habite la gauche sur ce thème-là. On a un retour à 60 ans pour la France insoumise. On a un maintien des 62 ans du côté du PS, mais encore, on n'est pas sûr. Certains évoquent aussi un retour à 60 ans. En fait, personne n'arrive à produire un projet commun, et c'est bien la difficulté pour l'alliance de la gauche. Vous, qu'est-ce que vous envisagez ? Mais je vais vous dire déjà, la première chose, c'est qu'il n'y a pas urgence à faire la réforme. Et ça, on peut se mettre tous d'accord. C'est-à-dire que, et c'est d'ailleurs, moi, ce qui me surprend dans la hiérarchie des priorités du gouvernement.
vous avez l'inflation, la pénurie, vous avez des questions aussi importantes que la guerre et ses conséquences. Donc vous avez on va en parler. Vous avez le délitement des services publics, vous avez quand même un problème à l'hôpital. Et la mère de toutes les batailles pour M. Macron et ses amis, tout d'un coup, c'est la réforme des retraites. Or, il se trouve que, contrairement à ce qu'on entend souvent, le système n'est pas en danger maintenant. Donc, qu'on se laisse le temps d'y réfléchir. Mais il est en danger. Non, c'est pas vrai. Vous dites vous-même, il n'est pas en danger maintenant. Ça veut dire qu'il y a un péril. C'est-à-dire, évidemment, si à horizon 2050, par exemple, oui, il y a un certain nombre de questions qui vont se poser. Oui. Encore que, moi, je suis surpris, par exemple, dans le débat, je ne sais pas si c'était dans votre journal, mais plus personne ne parle du fonds de réserve, là, le fameux fonds de réserve qui a été mis en place par Jospin. Ça faisait partie des solutions. On a l'impression que la seule variable d'ajustement, c'est l'âge légal. Moi, je réfute complètement cet argument. Et encore une fois, je vous dis, pour moi, il y a un certain nombre de priorités et d'urgences. La réforme des retraites peut largement attendre. Reparlons des jeunes, on en parlait tout à l'heure, ils étaient dans la rue samedi dernier, enfin sous la bannière LFI, pour manifester contre la retraite. On les a vus aussi durant la mobilisation du 19, et ils ont leurs arguments, je vous propose de les écouter, en Bretagne par exemple, à Lorient. Ils étaient autour de 10 000 à battre le pavé ce jeudi matin à Lorient, parmi lesquels des jeunes qui n'ont pas encore goûté au monde du travail, mais qui ont voulu être aux côtés de leurs aînés. C'est le cas de ces collégiennes. On ne peut pas travailler si tard sans aucune conséquence non plus parce que je n'arriverai pas à être active et puis à un moment la retraite c'est la retraite, on ne peut pas nous retirer nos seuls... c'est comme si on nous retirait nos vacances. Et ce qui m'inquiète aussi c'est que Macron avec son 49.3 il prend les décisions comme ça direct. Mêmes interrogations chez les lycéens présents dans le cortège, qu'ils aient ou non un projet professionnel déjà en tête. Moi, ça m'inquiète parce que je veux faire des études sup plus tard et que je me dis, avec ces études, je vais devoir travailler beaucoup plus longtemps, jusqu'à au moins 64 ans, et ça m'inquiète pour le futur. C'est ça le pire, c'est que j'ai même pas commencé à travailler, que j'en suis déjà inquiet. Je m'inquiète aussi pour les gens qui travaillent en ce moment ou qui sont déjà dans la voie professionnelle ou dans les voies dures et qui risquent d'avoir des séquelles physiques plus tard. Dès demain, ces élèves reprendront le chemin de leur établissement scolaire, mais se disent prêts à se mobiliser à nouveau pour faire barrage à la réforme de leur lointaine retraite. Macron, si tu savais, sa réforme où on se la met. Ils ont innové, les jeunes. Allez, une réaction sur ces jeunes qui manifestent. Moi, je trouve ça bien de constater que la jeunesse française... Rafraîchissant, bien sûr. Mais surtout, ce qui est important pour moi, c'est de constater que la jeunesse, elle est attachée... Ils sont loin de la retraite. Oui, mais ils sont attachés à notre modèle social et ils ont compris quelque chose de fondamental, c'est que la singularité de la France, c'est son modèle social et qu'il faut le préserver. Allez, on fait un tour des régions et un tour de table avec des questions qui proviennent de chacune des régions. Allez, on commence par Fabrice. Le Grand Est, qui représente le Grand Est. Oui, alors moi je vais surtout vous parler de l'Ukraine. Ce matin, nous avons interviewé le ministre des Armées, M. Lecornu, qui reste très réservé pour l'instant sur la livraison de chars Leclerc pour l'Ukraine, en privilégiant donc l'aide à la défense sol-air et à l'artillerie. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la France doit rentrer? Alors, il ne l'exclut pas, cette livraison de chars Leclerc. Vous pensez qu'il faut y aller ou pas? Moi, je pense surtout qu'il a raison d'être prudent. Voilà, parce que là, moi j'étais hier au Parlement à Bruxelles, où le débat s'agite de plus en plus, et vous avez une très forte pression de la part des pays de l'Est, ce qui est un peu normal, parce qu'ils sont tout près, qui demandent d'aller toujours plus vite, toujours plus fort, et qui parlent pas seulement des chars, ils parlent des missiles, des missiles à longue portée, par exemple, l'étape suivante, des avions. Et il y a quand même un moment, nous, notre rôle, la France, c'est quand même aussi de poser la question de jusqu'à où s'arrête l'escalade. Donc je trouve ça normal d'être prudent. Et c'est le contraire, moi, qui m'inquiéterait. Deuxième question plus locale? Non, j'aurais voulu revenir sur les retraites et sur ce blocage qui a paralysé la gare de l'Est cette semaine, ce sabotage qui a paralysé toute la partie Est de la France, puisque plus de trains au départ de Paris. Oui, gare de l'Est. Gare de l'Est, absolument. Et comment vous l'avez vécu, ce blocage et ce mode d'action, si tant est qu'on puisse l'imputer à quelqu'un d'ailleurs? Ben oui, parce que je suis pas de mémoire, je ne sais pas exactement. C'est pas les syndicats qui sont à l'origine du blocage. C'est un sabotage manifeste. Donc, franchement, sur cette question particulière, je ne peux pas vous répondre parce que je ne crois pas qu'on ait suffisamment d'éléments pour se prononcer. Allez, on va en Bretagne. Merci Fabrice. Hubert.
Je vais aussi. Hubert, une question Alors, vue de Bretagne ou vue d'Europe, peut-être? Je vais joindre les deux. Alors d'abord sur l'Europe. Il y a une interview dans Marianne la semaine passée d'Arnaud Montebourg qui dit l'Europe se suicide au gaz. Donc j'aimerais bien avoir votre réaction par rapport à ça. Et puis le Parlement européen, c'est quoi? C'est le paradis des lobbyistes. On parle de Maroc-gate, Qatar-gate. Franchement. Alors là, il y a deux questions en une. Hein. Ah oui, mais enfin. Alors, Qu'est-ce qui se passe à Bruxelles? Alors, première question sur le gaz. Pourquoi Arnaud Montebourg il dit ça? Il a raison. C'est qu'en fait, on a un marché européen d'énergie où on calcule le prix de l'électricité en fonction du prix du gaz. C'est une vieille décision qui a été prise au moment où on a créé ce marché qui est très dysfonctionnel. Et on l'a fait pourquoi? Parce que les Allemands étaient dépendants du gaz russe et qui ne voulaient absolument pas qu'il y ait un avantage comparatif pour les Français qui, eux, avaient du nucléaire. Bon, résultat, c'est la catastrophe. Et donc, il faut soit en sortir carrément de ce marché européen, comme l'ont fait les Espagnols et les Portugais, soit le réformer en profondeur. Voilà pour expliquer ce que disait Montebourg, et à mon avis, il a totalement raison. Sur le Qatar-gate, le Maroc-gate, vous savez... Qui est le plus actif à Bruxelles? Le plus actif? Les Marocains ou les Qataris? Moi, vous voulez que je vous dise qui est le plus actif? Ce sont les grandes multinationales américaines. Ça va vous surprendre, hein, mais quand on a essayé de faire une loi pour réguler le numérique, ce qu'on appelait le Digital Service Act, loi très importante, hein, qui a essayé de mettre un peu des lobbies aussi. Voilà, un peu des normes et des règles. C'est un métier, lobbyiste. Les GAFAM, ils ont mis 100 millions de dollars pour essayer d'influencer les députés européens. Ça, je peux vous dire que ça a été une sacrée baston. Non, c'est un mot sur la pêche, vraiment un mot, parce qu'on a la une d'aujourd'hui. Le Guilvinec, 25% de la pêche en Cher France. à mon cœur, le Guilvinec. Aujourd'hui, non seulement il y a le problème de gazole, etc., mais en plus maintenant le Brexit qui nécessite des aides. Mais enfin, 90 bateaux vont sortir encore du... Moi, je veux dire, je pense qu'il faut tout faire pour aider les pêcheurs, pas seulement bretons, les pêcheurs français, dans cette épreuve difficile. La négociation du Brexit, c'est quelque chose de très complexe, de très long, mais on doit absolument trouver une porte de sortie qui soit favorable au monde de la pêche dont on a tant besoin. Allez, on a parlé des pêcheurs. Très, très rapidement, le temps est compté. Oui, Julien. C'est bien. Alors, le Nord. Moi, je voulais vous parler d'un sujet qu'on a fait paraître mercredi sur les néonicotinoïdes. Bravo, vous l'avez bien prononcé. Vous avez... qui ont été donc interdits. Il y a un gros spleen des betteraviers chez nous qui risquent de voir leur production et leur rendement baisser énormément. C'est une colère légitime et à la fois qui est régulière vis-à-vis du Parlement européen, qui n'a pas l'air forcément d'être comprise par tout le monde. Est-ce que vous l'entendez, ça? Mais évidemment, je l'entends, puis je les reçois surtout. Mais il y a une contradiction, et c'est pas que sur ce dossier-là. Il y a une contradiction entre les impératifs que nous avons, que nous demandent d'ailleurs les consommateurs, sur les intrants et les produits qui sont utilisés dans l'agriculture, et évidemment la vie quotidienne des agriculteurs qui, d'ailleurs, parfois on a besoin pour protéger les produits. Cette contradiction, on essaye de la résoudre, mais c'est pas toujours facile. Je suis incapable de prononcer le nom à chaque fois, donc je vais pas le faire. Voilà, mais c'est un dossier qu'on suit de très près. Vous êtes contre les néonicotinoïdes. Merci beaucoup Emmanuel Morel, merci à vous derrière vos écrans. On se retrouve la semaine prochaine. Très bon week-end. Extra local, avec la Banque des Territoires, la banque au service du développement de tous les territoires.